Les enjeux d'une réflexion sur le redoublement sont simples. Le redoublement est une pratique dans notre système. C'est une pratique qui existe depuis longtemps. L'enjeu d'une réflexion sur le redoublement, c'est tout simplement de se poser les questions. Est-ce que cette pratique est efficace? À quoi elle sert? À quoi elle ne sert pas? Quelles sont ses limites? Et un des enjeux d'une réflexion sur le redoublement, c'est aussi de se demander est-ce qu'il y a des alternatives au redoublement? Est-ce qu'il y a d'autres façons de prendre en compte le fait que certains élèves sont décalés par rapport aux autres, sont en difficulté par rapport aux autres? Est-ce qu'on peut mieux les aider qu'en les faisant redoubler? Et le redoublement est un exemple parmi d'autres pratiques, d'autres pratiques de notre système qui valent le coup, qui valent d'être interrogées. Parce que ce n'est pas parce qu'une pratique existe depuis longtemps dans le système qu'elle est nécessairement efficace. Peut-être même qu'une pratique a pu être efficace il y a 30 ans et elle ne l'est plus aujourd'hui. Voilà, c'est ce genre de réflexion qui me semble très intéressant sur le redoublement et qu'on pourrait avoir sur d'autres sujets, bien sûr. Alors sur le redoublement, moi personnellement, les formations sur le redoublement, j'en ai fait beaucoup il y a quelques années. Récemment, je ne l'ai pas fait, donc je ne pourrais pas dire récemment ce qui se fait exactement. Mais en tout cas, j'ai fait ça pendant de longues années, former des enseignants sur la question du redoublement. Et le travail qu'on faisait était essentiellement autour de, premièrement, questionner une évidence. C'est pas parce que tout le monde le fait, c'est pas parce qu'on fait ça depuis tout le temps que c'est forcément légitime, forcément efficace. Et donc le premier axe de la formation, c'était questionner les évidences. Et là encore, questionner les évidences, il n'y a pas que sur le redoublement, mais ça peut être sur beaucoup d'autres aspects. Et c'est vraiment la même technique de formation que j'utilisais, par exemple sur le sujet des devoirs à la maison, sur la notation des élèves, etc. C'est questionner les évidences, questionner les pratiques qu'on a vécues comme élèves venant de nos enseignants, et puis qu'on va peut-être reproduire comme enseignant débutant, puis comme enseignant confirmé. Donc il y a questionner les évidences. Et le deuxième axe des formations sur le redoublement, à l'époque où j'en faisais, c'était actualiser ses connaissances. Dire le redoublement, comme les autres sujets, c'est des sujets sur lesquels il y a des travaux de recherche qui sont conduits en France et à l'étranger. Et c'est simplement mettre à jour les connaissances. Et pour certains, la mise à jour, elle partait de pas grand-chose, puisque à part nos intuitions, nos convictions, nos croyances, il n'y avait pas véritablement de connaissances approfondies sur le redoublement. Et donc c'est ces deux axes, moi, qui ont toujours été les axes, et je crois que beaucoup de collègues font la même chose, mais je ne pourrais pas le jurer. C'est questionner les évidences, actualiser ses connaissances. L'intérêt des conférences de consensus, il est double à mon point de vue, et il faut véritablement le nuancer. Il y a un premier intérêt d'une conférence de consensus qui est, on va dire, évident. C'est se mettre d'accord à partir de résultats scientifiques sur un certain nombre de constats. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur ce sujet? Et de ce point de vue-là, le domaine de l'enseignement et de l'éducation n'est qu'un domaine parmi beaucoup d'autres dans lequel il est important de temps en temps de faire le point sur qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur ce sujet, de sorte que les décideurs politiques, les cadres, les enseignants, les familles, les journalistes, les formateurs, que toute la communauté, ne puisse plus dire ça, on ne le savait pas. Et je crois que c'est ça la première fonction, c'est de dire voilà, vous n'avez plus d'excuses, vous ne pouvez plus prétendre que ça vous ne saviez pas. Parce que les conclusions d'une conférence de consensus, ça tient en 2 pages,
c'est diffusé partout et on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Cette fonction-là, je la trouve extrêmement importante parce que non seulement elle produit un état des connaissances diffusé que nul ne peut ignorer, ou en tout cas que nul ne peut prétendre ignorer. Et j'ajoute à ça, c'est que souvent, quand c'est bien fait, c'est sur le long terme. C'est-à-dire que ce qu'on sait, le constat qu'on dresse aujourd'hui, il y a de bonnes chances pour qu'à quelques nuances près, ce soit la même chose dans 10 ans. Et ça, c'est véritablement important. Le meilleur exemple dans notre domaine, me semble-t-il, c'est la conférence de consensus sur la lecture, qui a eu lieu en 2003. Aujourd'hui, dans le cadre de l'élaboration des nouveaux programmes du cycle 2, j'ai sollicité beaucoup d'experts sur la lecture. Et chacun, quand on leur demandait « est-ce qu'il y a des choses nouvelles, des connaissances véritablement fondamentales qu'on ne connaissait pas en 2003 et qu'on connaît aujourd'hui ?» tout le monde répond « non ». L'état des connaissances il y a 2003 sur les fondamentaux et l'état des connaissances en 2014 est le même. Ça, c'est la première fonction. Nul ne peut l'ignorer et c'est un investissement sur le long terme. La deuxième fonction, qui est très très différente à mon avis, c'est la fonction recommandation, qui est de dire quelles sont les pistes pour l'action, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer. Et là, c'est de nature différente parce que c'est assez, je crois, facile de se mettre d'accord sur des constats. Se mettre d'accord sur des recommandations, c'est beaucoup plus compliqué parce que, en gros, ce qui est intéressant dans une recommandation, c'est quand on nous dit ce truc que vous ne faites pas aujourd'hui, ce serait bien si vous le faisiez. Ce truc qu'on ne fait pas aujourd'hui, pourquoi on donne une recommandation? Parce qu'on a l'idée que ça peut améliorer les choses. Mais peut-être parce que ça a marché dans un autre pays, peut-être que ça a marché à une autre époque, peut-être que ça a marché en laboratoire, peut-être que ça a marché dans le cadre d'une petite expérimentation qui a eu lieu dans 3 collèges, mais généraliser, c'est-à-dire apporter la preuve que la recommandation qui était valable dans tel contexte est aussi valable dans notre contexte, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. Et donc la production de recommandations est un exercice beaucoup plus compliqué à étayer scientifiquement que la production de constats. C'est la raison pour laquelle, pour moi, il faut mettre les deux sur 2 plans différents. Si on prend l'exemple d'une collection comme Que sais-je ou d'autres collections chez d'autres éditeurs qui en gros font le point en une centaine de pages sur un sujet, ce qu'on voit et qui est la réponse évidente à cette question de l'intérêt d'un bouquin de plus, c'est que ces collections, il y a toujours la première édition et quelques années après, la deuxième édition et quelques années après, la troisième édition. C'est dans nos domaines, les connaissances, elles changent, elles évoluent, elles se nuancent. Et donc, même si la base est la même, ce qu'on sait aujourd'hui sur le redoublement, sur un certain nombre d'aspects, on ne le savait pas il y a 10 ans, même si la base, on la connaissait il y a 10 ans. Donc c'est important, régulièrement, sur les sujets fondamentaux, de mettre à jour nos connaissances. Et quand on met à jour nos connaissances, de bien mettre en exergue que ça, on le savait déjà il y a 10 ans, ça, on le savait déjà il y a 20 ans, et pourtant, dans la pratique, rien n'a changé. C'est à ça que ça sert, les mises à jour de connaissances. En tout cas, la vision que j'ai, moi, de l'actualisation des connaissances, c'est que l'actualisation des connaissances, certes, elle interagit avec les politiques publiques, et donc la refondation de l'école, mais la loi précédente, celle d'avant, etc. Bien entendu qu'elle interagit avec les politiques publiques, mais pour moi, la connaissance, elle n'est pas que au niveau des politiques publiques, elle répond aussi à des questions du genre comment il faut qu'on forme les enseignants, sur quoi il faut qu'on forme les enseignants, quelles sont les priorités en formation continue des enseignants. Elle répond aussi à des questions du type mais qu'est-ce qu'on fait en classe concrètement? Comment on aide un élève en difficulté? Et donc, pour moi, il ne faut surtout pas
que l'enjeu de l'actualisation des connaissances soit uniquement interfacé avec les politiques publiques. C'est bien plus que ça.